Vous écoutez Taoui FM et on retrouve tout de suite Stéphane Antonin et Teaki Pihaouna en compagnie de leur invité. Merci Yannick. À un peu plus d'une semaine maintenant du premier tour des élections territoriales, c'est samedi 21 avril, je le rappelle, la machine des états-majors politiques engagés dans cette bataille tourne à plein régime. Aussi, avant de clore cette première série d'entretiens d'une heure en direct sur Taoui FM, nous avons réservé le meilleur pour la fin. Avec la liste Atia Polinetia aujourd'hui, suivie de 2 rendez-vous programmés la semaine prochaine, mardi et jeudi, soit respectivement un représentant du Tavini, puis un du Tauera Wiratira, dont nous dévoilerons l'identité le moment venu. Bonjour Gaston Tongsang. Bonjour Stéphane. Avec mon binôme Teaki Pihaouna, journaliste à la rédaction de Tahiti Info, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre antenne pour pouvoir passer en revue les idées maîtresses du programme de campagne de Atia Polinetia, mais également parler des hommes et des femmes qui vous ont rejoints sans occulter l'ambiance délétère qui mine les 2 principaux courants autonomistes dans cette élection, à savoir le vôtre et le Tauera. Aussi, sur ce dernier point, d'emblée, Gaston Tongsang, soyons clairs, êtes-vous de ceux qui considèrent que Gaston Floss est l'ennemi public du pays et plus particulièrement celui de Atia Polinetia? Oui, pardon, il faut pas se tromper de Gaston, effectivement. D'abord, je voudrais saluer notre collègue journaliste Teaki. Et en fait, on a un peu amplifié les choses et Atia Polinetia a axé carrément sa campagne dans la reconstruction de notre pays. Et le débat autonomie et indépendance, on l'a déjà dit, n'est pas d'actualité, quand bien même nous avons réaffirmé au moment où le président actuel de la Polynésie française, se comporte plus d'ailleurs comme le président de parti, s'acharne à réinscrire notre nom sur cette fameuse liste des pays non autonomes. Et notre position était très très claire sur ce sujet-là. Le parti de Tauera l'a été moins, tout le monde l'a su. Donc il faut effectivement rappeler à nos électeurs, à nos populations, les causes de tout le mal que nous connaissons aujourd'hui, cette crise, cette dégradation de la situation économique et sociale, l'instabilité qui a pratiquement paralysé le pays depuis 2004. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé derrière chaque changement de gouvernement, il y a toujours quelqu'un qui apparaît. Je ne citerai pas son nom ici, mais en tout cas, chacun assume ses responsabilités. Moi, j'assume, en ayant été 3 fois président de la Polynésie française, je ne nie rien. Et moi, je pense que la Polynésie française a besoin de placer le débat sur un autre terrain, le terrain de la reconstruction de notre pays, de redonner de la dignité aux familles, et nous savons par quelle voie, forcément c'est par la voie de l'activité, la voie de l'emploi. Pourtant, dans l'article du Monde intitulé « Le retour du diable au paradis », force est de constater que l'on n'y a pas été avec le dos de la cuillère, allant jusqu'à insinuer que Gaston Floss serait pour quelque chose dans la disparition de Boris Léontief. Alors, craignez-vous de prendre l'avion en cette période de campagne, Gaston Tongsang? Oh non, pas du tout. On revient des Ronguirois hier. Je repars dimanche pour les Australes. Et s'il faut partir encore plus loin, on a été en Marquise. Donc, et on a fait le tour des îles sous le vent. Donc, il y a pas question, effectivement, qu'on diabolise, en fait, les uns les autres. Et laissons le passé au passé. Les journalistes font leur travail et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui effectivement sont là pour nous rappeler les engagements qu'on a pris devant la population et ceux qui ont été réalisés et malheureusement ceux qui n'ont pas été réalisés. Voilà. Donc, mais le passé effectivement est important pour pouvoir bâtir une Polynésie plus solide, plus sereine, plus forte, pour l'avenir de nos enfants. Dans ce prolongement, dites-nous si, à la place de Tevaro Fritsch, vous auriez adopté la même stratégie offensive. De mémoire, le scrutin de 2008 avait-il été l'objet d'attaques comparables entre Tota Toaya, que vous conduisiez alors, et le Tauera? Combien même l'approche est peut-être la même, c'est-à-dire cette envie, absolue envie de répondre aux attentes un profond changement de notre façon de gérer le pays. Je pense que cela reste intact au niveau des électeurs. Depuis 2004 d'ailleurs, le Taoui Roi. 2008 aussi a été un mouvement du Taoui
mais jamais satisfait parce que, compte tenu de ces problèmes de stabilité et des éléments, malheureusement, qui composaient les majorités. Et Tota Toaya, avant de construire la Tiaporinetia, on a tiré toutes les leçons de Tota Toaya. Aussi bien sur la construction de la formation, des éléments composant la formation, le choix des partenaires, ça c'est important. Et effectivement, Tota Toaya, on a un peu fait les choses dans la précipitation. J'avais dit quelque part, j'avais ramassé tout le monde, j'avais ouvert à tous la formation Tota Toaya. J'ai même proposé à Nicole Bouteau, également au Teva Monte, que j'avais refusé à l'époque. Mais je respectais leur choix. Et malgré tout, le mouvement a gagné fortement par rapport aux autres partis. 60 000 voix, c'est pas rien. Et nous voulons effectivement créer le même élan, le même mouvement de fond avec Atiopolintes. Je pense que les résultats sont là, les signes sont là, sur le terrain, dans les rues, à chaque fois qu'on rencontre les gens. Et ils attendent cette offre politique. C'est vrai, on a eu un peu de mal à voir le jour, mais il est là. Les gens commencent à voir le contour et surtout les propositions que nous faisons dans le cadre de cette campagne. Voilà, donc je dis dans toutes mes réunions publiques, Atiaporinetia, c'est Tota Toaya, en plus fort au niveau du choc électoral, mais avec une garantie de stabilité pour la durée de mandat de 5 ans. Le fait effectivement qu'on oblige chaque candidat sur la liste d'Atiaporinetia et chaque élu demain de respecter cet engagement vis-à-vis des électeurs, c'est-à-dire de rester fidèle au groupe pendant 5 ans. Dans le cas contraire, on lui demande de démissionner. Et cette décision, cet accord a été recueilli individuellement au niveau des candidats. Alors Gaston Tong-Song, là on voit qu'il y a eu un consensus entre vous, entre tous les candidats, donc on peut dire d'un côté que tout est bien pour un beau monde, que vous comptez offrir donc à la population, mais ça on vous a également posé la question, comment est-ce évident de travailler avec quelqu'un quand même que vous avez, on peut dire, envoyé, on vous a posé la question, il faut le dire clairement, que vous avez mis de côté 2010, 2011, et alors comment ça se passe, la couleuvre peut passer? Moi, je pense que ça n'a pas été facile. Atiaporinetia n'a pas été construit dans la facilité. Il y a eu des nuits de discussion. La dernière décision qu'il a fallu prendre, et c'est là que j'admire notre chef de file Tevarofli, c'est le cas de Bruno Sandras. On serait tenté de dire, mais gardons Bruno Sandras, maire de Papara, une grande commune, malgré tout. Et pour éviter de refaire les mêmes choses, à l'époque de Tota Toaya, on s'est dit non, vaut mieux trancher les choses maintenant et partir soudés, solidaires, cohérents devant les électeurs. L'événement de la démission de Tevaroflic, d'ailleurs en avril, je pense, ou en février 2011, lorsque je l'ai envoyé en délégation de Nouvelle-Calédonie représenter la Polynésie française dans le cadre d'une discussion avec l'Europe. Et il faut rappeler le contexte, c'était un contexte un peu spécial. J'avais un budget, j'avais demandé effectivement un vote par l'Assemblée, et ce vote m'a été refusé. Et l'Assemblée avait le choix soit de me censurer, soit de déposer une motion de défiance et proposer leur budget, soit d'accepter mon budget. J'ai voulu utiliser la fameuse loi qui prévoyait que le président de la Polynésie française, lorsque le moment venu, peut demander un vote bloqué du budget. Et j'estime que j'avais obtenu ce vote bloqué. Et il fallait publier le budget au journal officiel. Et c'est là où j'ai eu un front des ministres Tahuera qui m'ont dit non, nous on ne signe pas. Et pourtant c'est notre budget. C'est le budget qui a été proposé avec les ministres et le vice-président de Tahuera. Moi je dis, j'ai pas le choix, ou signer ou démissionner. Ou sinon je vous démissionne. Et Tevaroflic faisait partie de ceux qui nous ont annoncé qu'il ne pouvait pas signer pour que le budget soit publié. Je respecte son choix.
Et pourtant, j'avais demandé à mon agrès, qui avait la délégation, qui avait l'intérim du ministre de l'économie, de signer à sa place. Il n'a pas pu faire. Bon, j'avais pas le choix. La décision que j'ai prise vis-à-vis des ministres Tarouera, je ne pouvais pas ne pas prendre la même décision vis-à-vis d'un autre ministre. Combien même c'était Tevaroflitch. Effectivement, ça a créé un sérieux différend entre lui et moi. Et on s'est revus, on s'est tout expliqué. Je lui ai dit que bon, la politique, c'est aussi ça. Il faut faire des choix. J'ai fait un choix à un moment donné. Toi, tu as fait le choix, partir, de te présenter aux élections. Et aux dernières élections législatives, il a une représentation réelle politique. Et je me suis dit, bon, si ça ne l'avait pas fait, il n'aurait pas effectivement été tenté à rentrer réellement des deux pieds dans la vie politique. Et il a maintenant une totale légitimité de chef de file, de chef de parti, et maintenant, et j'espère, demain, de chef d'un grand parti. Alors on parle 5 ans de stabilité, avec notamment grâce à la nouvelle réforme électorale, mais vous-même qui avez été confronté, il y a un reproche qui vous a souvent été fait, reporté, relayé dans les médias, à savoir que vous passez plus votre temps donc, à essayer d'arranger les choses avec notamment les Iliens, ça c'est un secret de polichinelle, que d'essayer d'arranger les affaires du pays. Alors est-ce que quelque part c'est cette expérience-là, ce sont ces lacunes-là que vous intervenez pour essayer de montrer que non, il faudrait peut-être qu'on essaie de faire comme ça, en termes de propositions, bien sûr. Non, je pense quand même que j'ai passé plus mon temps à m'occuper du pays. Je ne partais pas tous les X du mois à New York. Je partais de temps en temps à Paris, mais pour négocier des vrais dossiers. Je suis quand même parti à Paris pour signer le contrat de projet avec Sarkozy. C'est quand même 50 milliards, quand bien même sa réalisation n'a pas été au niveau qu'on souhaitait. Bon, à qui la faute, je ne sais pas. J'ai ma part de responsabilité. J'étais président 2 fois au cours de ce mandat. Mais ceci étant, c'est vrai qu'en même temps, il faut s'occuper de la maison, de la stabilité, des composants de la maison. Et chacun est venu avec ses vieilles habitudes. Il n'y a pas que les Iliens d'ailleurs dans cette affaire. Les pauvres Iliens, bon, ils ont joué un rôle important dans l'instabilité de ce pays, mais il y en a beaucoup d'autres. Franchement, sur les 27 qu'on était au départ, on n'était plus que 8 à la fin. Oui, donc il n'y a pas que 21 Iliens. Oui, mais Gaston Tongson, la question, en fait, je vais repréciser, en fait. Ouais. Maintenant que vous êtes dans cette nouvelle liste, donc parti pour une future aventure, si jamais ça va se décider au moment du scrutin, est-ce que ces expériences, ou cette expérience, si on englobe, bien sûr, ce que vous avez vécu, va servir pour le futur gouvernement? Bien sûr. On n'est jamais à l'abri, en fait. Bien sûr. Moi, je pense que s'il y a 2 personnes, je rajouterai même 3 dans cette nouvelle formation, totalement accroché à cette souci de stabilité. C'est bien Tevaroflitch, Nicole Bouteau, Philippe et moi. Je pense que c'est le noyau 2, c'est le pilier, le noyau central de Atia Opolynetia. On n'a pas lâché d'un iota sur l'entrée dans Atia Opolynetia des personnalités qui pourraient demain matin recréer cette instabilité. Donc, bien sûr, il faut tenir compte de cette expérience. Moi, j'ai passé plus son temps à travailler sur les projets du pays qu'à travailler sur le caractère des uns des autres, les intérêts des uns des autres. C'est pour ça que cet engagement, l'engagement numéro 3 que nous avons tous signé, à savoir où tu restes ou tu démissionnes, où tu sors de ton mandat de l'Assemblée. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Tevaroflitch en 2011. Il a estimé qu'à un moment donné, on doit rendre le siège, non pas au Tarouera, à ceux qui ont fait confiance au Tarouera à ce moment-là. Je pense que si tout le monde l'avait fait, Tota Taouera serait encore à l'Assemblée aujourd'hui. Voilà, par respect vis-à-vis des 160 000 qui ont fait confiance à Tota Taouera. Alors, vous venez de le rappeler, Gaston Tongson, le moins que l'on puisse dire, c'est que Atia Opolynetia s'est construit dans la douleur. Ce regroupement des maires, comme on l'appelait au départ, c'est chercher un chef pendant de longues semaines aussi. Je m'interroge, pourquoi cette place ne vous êtes pas revenu de droit? Oui, voilà. Moi, je pense aussi qu'il faut non simplement aller devant les électeurs en disant aux électeurs, oui, nous avons tiré les leçons du passé, ça c'est important, et aussi
aller devant les électeurs pour montrer qu'on n'est pas là animé par des sentiments ou des égos de personnes, animé par le souci de proposer aux électeurs une équipe capable de travailler ensemble, d'apporter chacun son énergie, sa force, son savoir-faire pour faire face à la situation dramatique que connaît actuellement le pays. Et moi je pense que cette addition d'expérience, d'addition de volonté de chacun de vouloir effectivement se donner pour le pays, mais de côté notre ego, notre intérêt personnel, à commencer par moi. Même Ronnie Toumaï, maire d'une grande commune à Punavia, aurait dû réclamer la tête de liste de la section numéro 3. Il est bien placé pour le faire. Combien même on met quelqu'un d'autre tête de liste de l'ensemble de la liste de Atiaopoli-Ntia. Moi, je pense qu'effectivement, il faut aussi, à un moment donné, avant même que les électeurs se prononcent, donner des signes forts aux électeurs, comme quoi ils réclament un vrai changement dans la façon de gérer le pays, de changer du système. Encore faut-il que nous aussi, on s'applique cette idée d'un changement sur nous-mêmes, c'est notre comportement, et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'estime, combien même j'ai tout pour réclamer le leader, la tête de file, la fonction de tête de file de cette formation. Je me suis dit non, mettons en tête de notre liste quelqu'un qui a de l'expérience, jeune, certes, parce que 38 ans, on est encore jeune, mais avec une équipe autour de lui capable de l'épauler de manière à garantir l'action du gouvernement dans la stabilité, dans des forces de proposition. Ce sont ces valeurs-là qui nous ont animés tout au long de nos discussions et qui sont très appréciées par le public. On voit d'ailleurs sur le terrain, à chaque fois on me dit on apprécie ton comportement, ton humilité. En fait, c'est ce qui se passe. Et je crois aussi qu'à un moment donné, il faut savoir mettre en adéquation notre discours et nos actes. Vous-même, Gaston Tong Song, donc, avez hésité longtemps avant de rejoindre le mouvement. Vous aviez même annoncé partir seul avant finalement de vous raviser. Pourquoi ? J'ai annoncé le lendemain de la motion de défiance du 1er avril que dorénavant, compte tenu du fait que personne n'avait respecté ses engagements vis-à-vis de Totatoaya, et Oporini-Ntia Totatoaya était une composante de Totatoaya, j'avais dit à ce moment-là, il vaut mieux peut-être effectivement aller tout seul aux élections. Vous l'avez même répété plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois, et l'élection test, c'était l'élection législative. Même après législative, vous l'avez répété. Oui, mais non. Vous étiez moins certain. Pas après les législatives, je ne me souviens pas de l'avoir déclaré. J'ai tenu compte des résultats. Je me suis rendu compte qu'effectivement, au prochain territorial, d'ailleurs, ça a été une des premières décisions que nous avons prises le lendemain des élections. C'est pas partir seul, c'est Oporini-Ntia Totatoaya qui a décidé d'aller chercher des partenaires. D'ailleurs, entre les deux tours, si vous vous souvenez bien, j'avais proposé à tous ceux qui étaient présents au premier tour de se voir pour définir une position commune pour le deuxième tour. Apporter notre soutien à la liste Tahoeira, au candidat Tahoeira, s'abstenir, voter blanc. Voilà. Donc il y a eu une position qui a été prise. J'avais voulu qu'il y ait un communiqué commun pour annoncer qu'il y a quelque chose qui se prépare entre ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au deuxième tour des législatives. Et finalement, chacun y était de son côté. Le RAP s'est constitué, et le Rassemblement des maires. Mais à chaque réunion de constitution d'un mouvement, j'y étais. Mais au moment de rendre officiel ces mouvements, j'y étais plus. Parce que j'estimais que les conditions n'étaient pas réunies. Pour faire cette véritable offre politique. D'ailleurs, Teva Roufrich non plus. Il n'a pas été dans le RAP, et pourtant il a participé aux discussions. Moi, j'ai participé aux discussions. Il n'a pas été non plus dans le Rassemblement de maires, ni moi, et pourtant j'ai participé aux discussions. Voilà. Mais à un moment donné, on s'est retrouvés, Teva Roufrich et le RAP et Ronnie Toumaï, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de plus fort
que le RAP est plus fort que le Rassemblement. C'est la naissance d'Atia Polinetia. On prête à Teva Rohfritsch de nombreuses qualités, comme celle de rassembleur, de quelqu'un qui sait trancher lorsqu'il le faut. Et c'est Philippe Schill qui le disait il n'y a pas très longtemps à la télévision. Mais la jeunesse de Teva Rohfritsch n'est-elle pas un handicap tout autant que le sont les 82 ans de Gaston Floss? Non, pas du tout. Pas du tout, que 38 ans ou 40 ans ou 35 ans, moi je pense, et au contraire, à 38 ans, on a l'impression qu'on a un peu de temps. En politique, les choses se passent tellement vite pour construire, et ce temps-là est indispensable pour notre Polynésie. Depuis 10 ans, on n'a jamais eu ce temps. À chaque fois qu'on est président d'un gouvernement, la question qu'on se pose, ça va durer combien de temps, hein? Aujourd'hui, je crois, la loi électorale aidant, parce que bon, renverser une majorité demain matin, c'est beaucoup moins facile. Accorder la majorité absolue à la liste qui arrive en tête, même si elle n'a pas la majorité absolue du suffrage, c'est aussi donner la chance d'avoir une équipe qui va gérer le pays au moins dans le temps, si possible, sur les 5 ans prévus par la loi. Et pour renforcer ces dispositifs de stabilité, nous avons pris en interne cet engagement de démissionner du parti si on n'est plus d'accord avec le parti. Voilà, donc je pense que s'il y a un parti, sans nous vanter totalement, qui apporte cette véritable garantie de la stabilité du fonctionnement de nos institutions pendant les 5 premières années, c'est certainement Atia Polinetia. Bon, donc 38 ans, pour moi, c'est pas du tout un handicap. Pour quelqu'un qui a exercé certes, sur des durées courtes, des mandats importants, ministre de l'économie, des finances, de l'emploi, du dialogue social, des ressources de la mer, de la perle. On a pratiquement embrassé tous les grands secteurs. Et pourquoi ce choix, Teva Rohfritsch? Je pense que le véritable problème de la Polynésie française, c'est de trouver des solutions, des idées capables de restaurer la confiance entre nos dirigeants politiques, les institutions du pays, gouvernement, assemblée, et le monde économique. Bon, je pense que... Et donc, forcément, il faut quelqu'un qui a un bagage intellectuel et d'expérience de terrain dans les domaines économiques. Et je crois que s'il y a un ministre de l'économie, depuis que je suis dans la politique, qui a su remplir ses fonctions, c'est certainement Teva Rohfritsch, à mon avis. La fameuse mesure de relance dans la construction, dans le logement, le fameux PAP, prêt à l'accession à la propriété, puis les PIM, c'est quand même un succès, c'est son invention. C'est lui qui a proposé au gouvernement que je présidais ces mesures. Avec peu d'argent que le pays mettait dans le circuit économique, on mobilisait tout un paquet d'épargne que les gens avaient dans les banques, et la confiance des banques en même temps qui accordaient des moyens de financement, des prêts à ces foyers. Vous remettrez ce dispositif en place? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est eu un succès. Tous les agents immobiliers de la place, et même les 3000 foyers qui ont pu bénéficier et devenus propriétaires de logements, en sont totalement satisfaits. Moi, je pense qu'il faut le faire. Mais en plus de ces mesures, il faut effectivement, comme c'est le cas dans notre programme, donner la priorité à l'emploi. Le secteur qui crée le plus d'emplois, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est le secteur du bâtiment. Et comme en plus on a un retard énorme dans le logement social, je pense que dans ce côté-là, on pourra très rapidement redresser, donner du travail aux gens dans le secteur du bâtiment. Le fameux dispositif de relance de la construction par le logement, le PAP, PIL et PIM, a quand même pu sauver plus de 15 000 emplois dans le secteur du bâtiment, où on crée peut-être quelques milliers en même temps. Voilà, donc, et le logement social, c'est un drame de voir le programme de logement social avoir un taux de réalisation aussi faible. De toute ma carrière politique, j'ai jamais eu autant de logements peu construits dans le domaine du logement social. Là aussi, on a quelques idées, et je pense que ce sont des projets simples, des idées simples qu'il faudrait mettre en œuvre, et rapidement. On ne va pas chercher des milliards ailleurs qu'on n'a pas. J'entends dire, ça y est, on est reparti dans une politique d'endettement sans limite.
Je ne sais pas s'ils ils connaissent quelques règles financières en matière de prêts bancaires. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le pays ne peut pas emprunter plus de 15 à 20 milliards par an. C'est impossible. C'est impossible. Aucune banque, aussi bien qu'elle soit mondiale, étrangère, ne peut accepter de tels prêts compte tenu de la dégradation de notre situation financière. Alors pourtant, là vous le disiez à l'instant, donc le secteur qui recrute le plus, c'est comme ça, je reprends votre expression, c'est le bâtiment, mais pourtant le bâtiment, on parle bien sûr des grosses entreprises, mais il y a également, et ça on l'oublie peut-être trop souvent, les sous-traitants, qui sont les petites entreprises. Et il y en a des centaines, beaucoup ont fermé la porte. Alors aujourd'hui, si vous passez, comment vous allez faire pour refaire réémerger ces entreprises qui ont des difficultés à rembourser, d'autres ont subi le coup de la justice, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Il faut amener tous ces gens-là, il faut amener toutes ces valeurs-là, puisque au bout de chaîne, ça forme une plus-value. Comment vous allez faire? Bon, le secteur du bâtiment, bien sûr, il n'y a pas que les grosses œuvres. Non, le secteur du bâtiment, il y a les secondes œuvres, tout ce qui est plombier, menuisier, électricien, tout ça fait tout un travail. Mais ce qu'on veut, c'est que les personnes ont envie d'investir dans notre pays. Et qu'il n'y a pas que des investissements publics quand je parle de logement. Les mesures pile, pam, pap, c'est de l'investissement privé. Le pays prend en charge que le coût des intérêts du prêt. Bon, c'est peu, c'est 2-3%, 4% de l'ensemble du coût. Oui, c'était une forme de garantie d'ailleurs. Voilà. Ouais. Bon, donc, en couvrant 2-3% du montage financier, on mobilise, imaginez, des milliards d'épargne. Et des milliards de prêts que les banques accordent. Et ça, c'est une bonne chose. Mais je dirais même, dans le logement social, est-ce qu'on ne peut pas confier la construction de ce logement social avec la loi Lodéom de défiscalisation au privé? Est-ce que c'est toujours le pays qui doit être s'accaparer de tous les projets de construction? Il y a des privés tout à fait capables de présenter un projet clé en main qui répond totalement aux normes d'un logement social et d'être payé pour ce travail, avec toute la transparence qu'il faut. Et j'étais à 2 doigts de monter cette opération. Dans le cadre de contrat de projet, j'avais dans les cartons 1000 logements, terrain permis, prêts, et travaux prêts à démarrer, préfinancés par le privé d'ailleurs. Alors, donc on peut mettre en chantier rapidement des bâtiments. Mais c'est vrai, il n'y a pas que le bâtiment. Il y a aussi des investissements productifs. Moi, je pense que c'est là où on fait toute la différence avec les autres partis. Et nous voulons relancer les investissements dans le secteur productif en mettant encore au centre de notre activité de développement économique le tourisme. Mais pas uniquement, le tourisme ne se limite pas dans l'hôtellerie. C'est quoi l'investissement productif, Gaston Tongson? Un investissement productif, c'est un investissement qui rapporte de l'argent au pays, qui enrichit le pays. Donnez-nous un exemple. L'hôtellerie, la pêche, l'agriculture. Donc construire un hôtel. Oui, il faut reconstruire au moins, si on peut déjà reconstruire les hôtels qui ont été fermés, retrouver des propriétaires sérieux, et leur donner quelques conseils sur le produit lui-même. Parce que ça ne sert à rien de reproduire les mêmes produits qu'on retrouve ailleurs et moins chers. Donc il faut que la Polynésie française sorte du lot. La destination de la Polynésie française reste la première destination. Quand on voit les magazines spécialisés dans le tourisme, la Polynésie française reste en tête au niveau des envies de ces touristes de venir nous rendre visite. Bro-Bra continue effectivement à avoir une bonne place dans la compétition. Mais encore faut-il maintenant proposer des produits qui correspondent effectivement au portefeuille de ces visiteurs. Et moi je prends le cas de Bro-Bra, il y a 3 hôtels malheureusement qui sont les victimes de la crise. Il y a des propriétaires, on a trouvé des propriétaires, mais je pousse ces propriétaires effectivement à les reconstruire et si possible monter d'un cran au niveau gamme du produit. Mais notre président Tevarofiche a raison, on ne vient pas ici en Polynésie française pour passer son séjour dans une chambre d'hôtel.
Hein, et il faut le sortir de là, lui proposer un ensemble de produits qui représentent toutes les valeurs de la destination Polynésie, sa culture, ses produits. Je pense là aussi, il faut qu'on arrive à vendre nos produits dans ces hôtels. Notre chance et notre réussite de demain, c'est de pouvoir vendre nos produits à des nouveaux consommateurs. Ces nouveaux consommateurs, c'est les touristes. Et pourquoi pas demain matin faire de la Polynésie française une destination des retraités. Des retraités, moi j'appelle ça des touristes permanents. Un retraité, ça reste 1 mois, ça reste 6 mois, ça reste 1 an. Tout ça, on l'entend dire depuis des années et depuis plusieurs il faut le faire décennies, maintenant, et pourtant agir. Pourtant on n'y arrive pas. Il faut agir, il faut cibler maintenant, et non pas mettre l'aide publique dans tout. Et moi je pense là aussi, Te Varofric, ayant exercer les responsabilités dans ce domaine de la défiscalisation, c'est parfaitement comment utiliser cet outil pour que cet outil effectivement devienne un véritable outil de développement. Alors on en revient au même problème, c'est-à-dire c'est toujours une capacité de pouvoir emprunter. On en revient, donc on n'avait pas répondu du tout à ma question, c'est pour l'emploi par exemple, c'est-à-dire les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui ont perdu, non pas forcément, c'est pas de leur fait, mais à cause de l'économie, ils ont du mal, ils doivent de l'argent à la banque et tout, ils doivent payer des charges. Comment est-ce que vous allez faire à l'instar de l'hôtellerie? Vous venez de l'énoncer également à l'instant, il faut aider ces propriétaires, il faut qu'ils reconstruisent, mais pour ça, il faut de l'argent, il faut pouvoir emprunter. Si déjà, ils ont des casseroles derrière, comment vous, au niveau du gouvernement, si vous passez, comment vous comptez vous prendre? Ça, c'est vraiment la question qui est importante. Oui, c'est pas nouveau au moment de la crise, d'ailleurs. Quelles sont vos solutions, en fait? Voilà, c'est Sarkozy qui avait lancé ce dispositif, parce que les banques, ça reste quand même le secteur. Une bonne partie des activités de la banque relève de la compétence de l'État. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité avec le nouveau gouvernement socialiste, des entreprises en difficulté s'adressaient à cette commission présidée par le haut-commissaire. Présenter sa situation ça, on en parle très peu, vous pouvez développer? Ah oui. Présenter sa situation financière, assister à cette réunion les banques, la chambre de commerce et le pays. Présidé par l'État. Et l'État proposait effectivement un plan de sauvetage pour éviter que ces entreprises aillent jusqu'à la faillite et la fermeture. Et l'État a forcément moyen d'intervenir auprès des banques pour dire que cette entreprise peut être sauvée. L'État peut prendre en charge une partie des frais bancaires. Enfin, voilà. Ce dispositif existe. Maintenant, je ne sais pas si ça continue. À mon époque, en tout cas, je le sais. Et donc, l'État a sa part aussi. Mais ça, on n'en parle jamais, puisque très peu d'entrepreneurs, en tout cas, on a entendu parler de ce dispositif. Est-ce que vous allez remettre ça en place? Moi, je pense qu'il faut tout faire pour que ce dispositif soit en place. D'ailleurs, François Hollande, le président, a annoncé qu'il y aurait une banque d'investissement accessible à ces entreprises et même aux communes. Pour pouvoir justement restaurer la situation financière de ces entreprises pour qu'ils puissent à nouveau réinvestir, reprendre l'activité. Moi, je pense, devant ces cas-là, on ne peut pas faire seul, il faut le faire avec l'État. D'ailleurs, l'État est là, prêt à nous accompagner vis-à-vis de ces entreprises. Alors, on a beaucoup parlé de logement, de construction, mais par contre, on n'a pas parlé de solutions pour les personnes qui sont privées d'emploi. À ce titre, vous préconisez d'alléger les charges sociales. Le pays, comme chacun le sait, n'a plus d'argent. La CPS est face à d'importants déficits. Alors, comment vous faites pour baisser les charges sociales? Oui, d'abord, pour ceux qui ont perdu l'emploi, certainement, les syndicats, notamment, vont mettre sur le tapis l'histoire j'allais dire, de la caisse de chômage, l'indemnité de chômage. Mais nous disons plutôt, il y a suffisamment d'outils que nous disposons pour permettre à ces gens qui ont perdu le travail de retrouver une activité. Pas forcément dans l'activité où ils étaient. Donc, ce sont des contrats d'apprentissage qu'il faudrait mettre en place parce qu'il faut éviter effectivement
comme certains seraient tentés de payer les gens ne rien faire. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut porter atteinte à la dignité d'une personne. Une personne a toujours envie de mériter en fonction de l'effort qu'il fournit. Moi, je pense qu'il ne faut pas casser cette dignité qui est en chacun de nous. Donc, nous sommes plutôt pour un fonds pour que les gens retrouvent rapidement une activité, soit salarié, soit activité d'auto-entreprise. Nous ne sommes pas favorables, et la situation économique, d'ailleurs, la tentative du gouvernement actuel a échoué. On n'entend plus parler de cette question, parce qu'on ne sait pas comment financer. C'est toujours la même question. On veut bien une chose, mais débrouillez-vous pour le financer. Hein. Et si c'est pour financer, il faut augmenter les taux de cotisation à la CPS, hein, ou alors dire à l'État de payer. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer le pays, il faut s'assumer. Hein, et redonner à notre pays une économie qui a envie de se développer, hein, remettre notre économie sur les voies de la croissance, et c'est ça. Hein, je pense qu'il faudrait faire. Et après, on parlera d'améliorer les minima sociaux, les conditions dramatiques de perte d'emploi. Moi, je pense que l'idée, c'est de dire: tu as perdu, c'est pas grave. Hein, on va t'aider à te retrouver un travail, on t'accompagne pendant cette période. Hein, moi, je pense que c'est important, et pour ne pas se retrouver seul à la maison, attendre son indemnité de chômage à la fin du mois et péricliter petit à petit. C'est le cas de beaucoup de chômeurs. Hein. Social encore, on constate une divergence de point de vue entre Teva Rohfritsch et Armel Merceron, notamment s'agissant de l'impôt sur le revenu. Alors, quelle est votre position ? Ah non, moi je suis opposé, je suis comme Teva Rohfritsch. Mais bon... Armel l'avait annoncé ça avant qu'elle soit totalement ancrée dans Antiopolynétia. Vous voulez me dire par là qu'elle a changé maintenant de point de vue ? Bon, je pense qu'elle a compris que... Elle rentrera dans le rang. Oui, sinon elle démissionnera. Oui, c'est pas le moment de parler de démission. En tout cas, il y a une discipline de groupe, et elle a compris effectivement que l'impôt sur le revenu n'est pas la solution aujourd'hui. On ne parle pas d'impôts, on ne parle pas de taxes supplémentaires, il n'est pas question La CST, par contre, on la revoit à la hausse ? Comment ? La CST, par contre, on la revoit à la hausse ? Dans en tout cas, on certaines essaye catégories. de faire en sorte que tout le monde ceux la qui paye. peuvent payer, peuvent encore participer à la solidarité. Moi, je pense que c'est le propre d'une population, d'un État, d'un pays. C'est normal. Mais augmenter la pression fiscale, créer des nouvelles pressions fiscales, c'est pas du tout le moment. On ne va pas déprimer avant de relancer l'économie. Au contraire, il faut faire confiance à notre pays, donner envie à ceux qui aiment, et il y en a beaucoup, même parmi les chefs d'entreprise, et il y en a beaucoup qui disent: votre pays, la Polynésie, c'est beau, elle ne mérite pas ça, hein, donc on a envie de vous aider, et on a envie de placer notre argent chez vous, et c'est ça qu'il faut. Je crois une nouvelle équipe donnera envie à ces gens-là de venir dire: bon, ma vie, je la fais ici, j'investis ici, j'ai eu mes enfants ici, j'ai grandi ici, ça fait plus de 20-30 ans que je suis arrivé en Polynésie, je ne vais pas vivre ailleurs. Voilà, donc c'est à tous ces personnes-là, et je suis sûr, ils sont très très nombreux à penser comme cela, hein, à qui on leur dit: vous avez votre place ici en Polynésie française. Et c'est ce qui fait la richesse de notre Polynésie française, ce mélange de personnes de divers horizons, et qui ont envie d'aimer et qui aiment ce pays. Autre sujet qui fâche, Gaston Tong-Song, les allocations familiales. Je sais que là aussi c'est un sujet cher à Armel Merceron. Le gouvernement socialiste en métropole s'apprête à revoir, à réformer ce système et pourrait bien les enlever aux revenus les plus élevés. Alors vous en pensez quoi ? C'est un sujet qui mérite un débat qu'on a évoqué au sein de notre parti. On n'a pas épuisé ce débat. Moi, je pense effectivement, tout comme la CST, il y a des gens tout à fait capables. Franchement, il y a des familles qui ne comptent pas sur l'allocation familiale pour terminer le fin de mois. Hein, alors que d'autres, oui. L'allocation familiale est un élément vital pour la famille, qui d'ailleurs sort de sa destination finale au niveau des enfants, l'éducation des enfants. On aurait aimé que cette allocation aille totalement à l'enfant. Hein, pour certaines familles, malheureusement, le minimum vieillesse et les allocations familiales constituent aujourd'hui les revenus principaux d'une famille. Et c'est pas comme ça qu'il faut envisager
des solutions pour sortir ces familles de la difficulté, c'est leur donner une activité, donner de l'emploi. Moi, je pense on règle pas le problème social, pas les minima sociaux. On règle le problème social en donnant de la dignité du travail. Dans le programme des différents partis, je n'ai pas trouvé trace du rapport Bollier. Alors, où en est-on? Rapidement, Gaston Tong-Song, parce que l'heure tourne. Le rapport Bollier, est-ce que c'est quelque chose, cette feuille de route, pour vous, elle vous est chère ou est-ce qu'on l'a oublié finalement? Lorsque Mme Bollier, j'étais encore président de la Polynésie française, a présenté ses conclusions, on venait de voir, c'est la première fois, devant Mme Pancha d'ailleurs, on était tous les deux, j'ai dit à Mme Bollier, franchement, votre rapport ne me fait pas peur. Ne me fait pas peur. Parce que j'ai déjà anticipé, bien avant elle, des mesures de redressement des comptes du pays. Et surtout les comptes sociaux. Quand on sait que le budget de la CPS représente à peu près 100 milliards. Plus de 100 milliards par an. Santé, prestations familiales et retraite. Alors que le budget de fonctionnement du pays, l'ensemble des recettes qui alimentent le budget de fonctionnement du pays est à 90 millions. À la limite, qu'on prendrait tous les impôts, tous les taxes du pays et on mettrait à la CPS, il n'y a même pas de quoi financer les prestations sociales. Mais donc, on sait bien où aller chercher des économies. Il faut effectivement éviter les dérapages des dépenses. Moi, je pense que c'est ça. Sinon... plus que faire des économies, pour vous, c'est éviter le dérapage des dépenses, ramener à des normes plus acceptables et plus réelles, sans pour autant dégrader la qualité des prestations. Vous êtes conscient que par rapport à ces préconisations, le chemin est encore long à parcourir? Ah mais c'est un plan, proposer un plan pour 10 ans de redressement. Et je suis d'accord, c'est moi qui ai demandé un étalement. C'était d'abord un plan sur 4 ans. J'ai dit à ce plan-là, on arrête tout. Quelle est selon vous la mesure la plus difficile à mettre en œuvre? C'est réduire le coût de l'administration. Ce que l'on n'est pas encore arrivé à faire. Les gens confondent souvent avec l'indemnité des élus. Dans toutes les néons publiques, il faudrait que vous diminuiez vos indemnités de moitié. C'est quoi? On va peut-être construire 2-3 frais MTA avec l'économie qu'on va avoir avec en réduisant de moitié l'indemnité des élus. Moi, je pense que c'est toute l'administration, d'ailleurs, dans nos propositions, de 49 services publics, on va passer à 25. Voilà. Donc, on va essayer de fusionner. C'est l'objectif. Oui, mais fusionner avec le même personnel? Forcément, il va falloir effectivement encourager ceux qui n'auront pas d'utilité dans cette fusion à un départ. D'ailleurs, le gouvernement actuel le fait, mais d'une manière totalement irrationnelle. Il diminue là où il faut. Absolument de l'effectif dans la santé et dans l'éducation. C'est des secteurs prioritaires. À la limite, reprendre des effectifs ailleurs, les reconvertir pour qu'ils puissent retravailler dans un service public où il y a une véritable attente, un besoin. Voilà, donc, mais in fine, ça va être des coûts de fonctionnement. Le coût, c'est la masse salariale. On ne veut pas dire qu'il y aura des licenciements secs. Tout se fera effectivement dans le temps. Pourquoi ne pas effectivement ne pas remplacer 2 retraités, simplement un retraité sur 2 ou un retraité sur 3 pendant 5 ans. Et actuellement, la masse salariale de la fonction publique, c'est 32 milliards. C'est le tiers du budget de fonctionnement du pays. Il faut donc la réduire à combien? Moi, je pense dans des proportions raisonnables, on peut gagner dans nos prévisions. D'ailleurs, dans le rapport Bollier, prévoyait une réduction de 10 à 20% de ce coût. Voilà. Et après, donc, mais encore faut-il que l'économie soit réinvestie quelque part. Et je crois que c'était ça l'idée de la Théopolynétia. Un franc d'économiser en fonctionnement. Il faudrait placer ce franc dans un secteur où le privé pourrait mettre 5, 10, 20 francs. Et pour justement activer, donner un coup de pouce au secteur économique. Dans ce prolongement, Gaston Tong-Song, rigueur budgétaire oblige, à combien estimez-vous le nombre de ministres pour reprendre en main le pays? De manière, la loi nous oblige à un nombre maximum. C'est-à-dire je pense que c'est 10. C'est 10 et minimum 7. Bon, je pense que laissant au président, au futur président, toute la liberté de composer son gouvernement, en tout cas forcément gérer le pays avec un gouvernement aussi restreint que cela,
nécessite de faire appel à des personnalités compétentes. L'idée à l'époque... Il y a des noms déjà qui circulent au Non, sein on n'a métier pas. où vous Non, n'y avez non. pas du tout songé? Non, il n'y a pas de tractation, comme dit le président. Je ne suis pas le président de tractation avant que les électeurs aient fait leur choix. Il a raison. Non, nous concentrons tous nos efforts dans la campagne pour être bien placés dans cette élection. Et la loi aujourd'hui permettra au président de choisir librement. Ses ministres, je pense que c'est important. Avant, on était obligé de faire un tour de table avec les chefs de file des partis et chacun venait avec ses propositions. Ce ne sera pas le cas demain matin. Ce sera une équipe choisie pour ses compétences et sur des objectifs bien ciblés et des résultats à court terme. Parce que là aussi, j'entends dire certains, oui, une fois arrivé au pouvoir, on va faire des audits, on va faire des bilans, mais ça suffit, on en fait des états généraux, il y a le rapport Bollier, on a tout en main pour prendre les bonnes décisions pour le pays. Même sur la situation budgétaire du pays? Même sur la situation budgétaire du pays. Vous la connaissez? Ah, bien sûr. Vous savez au jour le jour? Oui, enfin au jour le jour. Ce gouvernement a un manque de transparence. Moi, lorsque j'étais président, je communiquais au Conseil des ministres la situation tous les mercredis financière du pays. On savait exactement la situation de trésorerie du pays. Aujourd'hui, c'est le grand flou. Certains disent même qu'il y a un trou de 12 milliards de trésorerie du pays, c'est-à-dire il y a des factures, des mandats de 12 milliards qui sont sur le bureau du payeur. Vous pensez que c'est vrai? On n'a pas un franc pour le payer. Certainement vrai parce que il n'y a pas de, j'ai pas de démenti de la part du gouvernement. Il suffit simplement qu'il y ait un peu plus de transparence dans la gestion du pays et Tevaroufis s'est engagé à le faire. Vous attendez à quelle place exactement? Vice-président? Non, ce sujet-là n'a pas fait l'objet d'une moindre discussion avec nous. Mais sans discussion, mais vous attendez à quoi? Non. Même s'il n'y a pas eu de tractation. Oui, non. Intérieurement. Moi, j'étais président, j'étais ministre, j'étais représentant à l'Assemblée, président des maires. Je veux simplement apporter, trouver la place qu'on me donnera d'occuper. Le perchoir, ça vous dirait, non? Mais c'est une place pas prestigieuse. Ça, c'est laissons les élections se passer et vous verrez au bon moment qui sont les personnes qui seront appelées à occuper tel ou tel poste. En tout cas, moi, je passe mon temps à apporter tout ce que j'ai appris de ces petite carrière politique. Moi, j'estime pas que je suis un vieux routard maintenant. J'estime que j'ai connu des situations difficiles. Moi, je positive tout. Moi, je trouve que malgré tout, notre Polynésie mérite mieux que ça. Mérite une équipe qui travaille, qui s'engage, qui se préoccupe vraiment des problèmes de fond du pays. Pour relever le pays, on a une population tellement charmante qui ne demande qu'à participer à la gestion du pays. Alors, vous parlez d'un parti fédérateur qui rassemble, pourtant il y a un petit détail quand même qui n'est pas passé inaperçu. Nicole Bouteau sur une photo n'y est pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu cette photo en tout cas. En tout cas, c'est ce qui est ressorti sur... On la sent quand même un petit peu en retrait, de la même manière que Philippe Schill. Est-ce une impression ou quoi? Ou finalement, pas du il tout. n'y a que le boss qui parle? Ah non, pas du tout. Je pense que tout le monde a sa place. J'étais en tournée aux Marquises avec Nicole Bouteau. Je la découvre, mais à chaque fois je dis, c'est dommage qu'elle n'était pas dans Totatoaya. Donc vous confirmez qu'elle est bien là où elle est aujourd'hui? Oui, totalement. Avec vous. Elle est totalement... Elle était hier à Rangiroa, fait des interventions extraordinaires, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Voilà, donc non, il n'y a pas le moindre couac. On est tous sur le terrain. Bon, c'est pas parce qu'on n'est pas sur une photo à un moment donné. Moi, je pense que il peut y avoir des erreurs, mais il y a... Juste une petite question pour la route, Gaston Thompson. Elle a toute sa place dans cette équipe. Juste une petite question donc pour la route, puisqu'il est 9h57, donc notre émission va s'achever. Ouais. Donc si je vous ai bien compris, la baisse des indemnités des élus et membres du gouvernement, vous n'êtes pas trop chaud? Je pense qu'on a trompé plusieurs fois les électeurs en faisant croire qu'en baissant les salaires des ministres. Ça servira à quelque chose? Rien du tout. J'ai assisté en 1990, on a pris la décision de baisser les indemnités de 10%. Le lendemain matin, tout le monde a oublié. Ce qu'ils veulent les gens, c'est qu'on redresse le pays, qu'on redonne du travail aux gens. Et j'ai dit d'ailleurs, ok,
En période difficile, on comprend que tout le monde a envie que chacun serre la ceinture. Mais il faudrait peut-être mettre un jour une prime au redressement de la situation. Si effectivement on améliore la situation financière du pays, il faudrait peut-être accorder des primes aux membres du gouvernement qui ont pu amener à Singapour. C'est ce qui se passe. À la fin de l'année, comme ça se fait au Trésor. À la fin de l'année, mais dans toutes les sociétés, on partage les dividendes. À la fin de l'année, tout content parce qu'on a bien travaillé. Mais il faut que ça profite pas aux ministres ni aux élus de l'Assemblée, mais il faut que ça profite surtout à la population. Comme moi à Brobrock, je suis très content quand je vois ma population rouler dans des 4x4, des beaux 4x4, même si je roule dans un petit 4x4. C'est pas gênant. L'essentiel, c'est de gagner le pays, et je crois que c'est ça. Une fois qu'on aura amené de quoi manger à chaque famille, tous les jours et tous les soirs, et du travail, je pense que ces questions ne se poseront plus. Voilà, merci Gaston Tongsong. Donc c'était le représentant donc de Hatia Porinetia, donc qui, on l'a bien compris, donc est un petit peu hostile donc à la baisse donc des indemnités des élus, mais par contre qui aimerait bien avoir une petite prime finalement pour les bons services rendus en cas de victoire bien entendu à cette élection. Ça veut dire tout simplement qu'on croit à ce qu'on fait et on croit au redressement de ce pays. Donc Gaston Tongsong, donc quelqu'un qui y croit. Merci Gaston Tongsong. Et maintenant l'entretien va se poursuivre avec mon collègue Onotea Antaïsien.